Bonsoir à tous, donc bienvenue dans cette soirée post-ASH Marie, la filière maladies rares immunohématologiques. On est comme à l'habitude désormais malheureusement en virtuel pour faire l'actualité de ce congrès qui fut aussi virtuel. Néanmoins, on a quand même la chance d'avoir des topos extrêmement nouveaux et des informations très intéressantes dans le domaine des maladies rares immunohématologiques qui nous seront présentées par un certain nombre d'intervenants au cours de ces 2 heures de direct. Donc on va commencer directement par Pierre-Édouard de Bureau, qui est interne en hématologie et qui va commencer par nous parler de l'actualité des inhibiteurs du complément et notamment les compléments proximaux dans le cadre de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. Pierre-Édouard, c'est à toi. Merci beaucoup, professeur. Et donc, je vais vous présenter ces quelques slides sur l'HPN, déjà en rappelant la physiopathe que vous connaissez bien avec cette cascade du complément qui est importante dans la physiopathologie de l'HPN et qui est à l'origine d'hémolyse et de risques thrombotiques. Et il existe différents traitements qui ont été développés pour inhiber cette cascade du complément. Et le tout premier est l'équiluzumab, qui est un inhibiteur du C5, qui a l'AMM dans la prise en charge de l'HPN et qui a bénéficié également d'une forme longue durée qui s'appelle le ravulizumab, qui a obtenu l'AMM mais qui n'a pas encore de prix et dont on va parler aujourd'hui. Donc il y a l'avantage, à la différence de l'équiluzumab qui est injecté toutes les 2 semaines, à être injecté tous les 2 mois. Et donc, on parle des 2 études qui ont permis l'enregistrement, donc les études 301 et 302, qui sont des études de phase 3 de non-infériorité. La première qui comparait donc le ravulizumab à l'équiluzumab chez des patients qui étaient naïfs de traitement de l'HPN, et l'étude 302 chez des patients qui avaient déjà reçu de l'équiluzumab depuis plusieurs mois. Ces 2 études avaient un critère de jugement principal positif, donc de non-infériorité. Et les différents critères secondaires sont présentés ici. Et à l'ASH, ils ont présenté les données de longue durée, avec pas de nouveaux signaux de toxicité et une persistance de l'efficacité. Donc maintenant, on est en attente du prix pour pouvoir délivrer ce traitement qui va pouvoir améliorer la qualité de vie des patients HPN, leur permettant de venir qu'une fois tous les 2 mois à l'hôpital, que tous les 15 jours. Et alors, l'autre médicament dont on voulait parler, c'est l'APL2, qui est un inhibiteur proximal du complément, donc qui inhibe le C3, qui est représenté ici à gauche dans le carré rouge. Et donc, il y a une étude Pegasus, donc de phase 3, qui a été présentée à l'ASH et qui vient d'être acceptée dans le New England, qui s'intéresse aux patients qui ont une HPN traité par équiluzumab depuis au moins 3 mois avec la persistance d'une anémie inférieure à 10,5 grammes par décilitre. Et c'est une étude donc qui randomisait l'APL2 versus le traitement de référence équiluzumab. Les patients recevaient une phase qu'on appelle de run-in avec les 2 traitements pendant 4 semaines, puis soit l'APL2, soit l'équiluzumab randomisé, avec stratification sur le nombre de transfusions et le taux d'hémoglobine au screening. Et ils étaient évalués sur le critère de jugement principal qui est le taux d'hémoglobine au bout de 16 semaines de traitement. Voici les caractéristiques de cette étude de phase 3. Il n'y avait pas de différence et on voit bien la stratification là, que je vous ai représentée dans le carré rouge sur le taux d'hémoglobine et la transfusion avec des caractéristiques identiques entre les 2 groupes. Donc voici le résultat du critère de jugement principal et vous voyez qu'il y a un bénéfice du traitement à l'essai, l'APL2, avec 11 grammes d'hémoglobine versus 8 grammes après 16 semaines de traitement. Donc l'objectif est atteint. Et pour ce qui est des critères de jugement secondaire, donc qui sont présentés ici, vous pouvez voir qu'une 85% des patients qui ont reçu de l'APL2 étaient transfusion indépendants au bout de 16 semaines versus 15% dans le groupe équiluzumab. Il y a également noté une baisse du taux de réticulocytes, des LDH qui sont à peu près équivalents et surtout une amélioration de la qualité de vie des patients, donc qui est important. Et à noter qu'il n'y avait pas d'effets secondaires nouveaux qui ont été détectés dans cette étude par rapport aux études précédentes sur l'APL2. Et donc maintenant, on attend les données au long cours de ce médicament et je vais laisser le professeur Peffo nous commenter ces études et les données de l'ASH.
Merci beaucoup Pierre-Édouard. Donc vous pouvez bien entendu à tout moment poser des questions via le chat qui est sur la droite de votre écran, ce qui permet d'échanger à la suite de chaque topo. Donc je vois une première question. Est-ce qu'il n'y a pas plus de risques infectieux en bloquant le complément de manière proximale à la distale? Alors c'est une excellente question. En effet, on peut penser que quand on bloque au niveau de C5, on garde une opsonisation et donc la possibilité, notamment pour les germes encapsulés, d'avoir une fonction du complément conservée. Et donc on peut avoir un risque plus important avec les inhibiteurs proximaux au niveau du C3. Donc c'est quelque chose qui en effet est une crainte et ce qui se verra peut-être sur les malades, sur un plus grand nombre de malades. En tout cas pour l'instant dans l'étude randomisée avec le recul qu'on a, il n'y avait pas plus d'infections chez ces malades et pas plus non plus de maladies auto-immunes puisque c'est une aussi des questions qui se posent puisqu'on peut imaginer qu'en bloquant de manière distale, de manière proximale, on va aussi probablement diminuer l'élimination des hymen complexes. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Alors une autre question là qui arrive, c'est de savoir si ce traitement, quelle sera la place de ce traitement dans la stratégie thérapeutique. Alors je crois que ce qui est important, c'est de bien comprendre que cette étude a été faite chez des malades qui n'étaient pas répondeurs optimaux à l'éculizumab, à savoir que c'est des patients qui gardaient une anémie ou qui étaient transfusés sous éculizumab. Et pour l'instant, évidemment, le traitement, une fois qu'il sera disponible, Dieu seul sait quand, compte tenu du délai réglementaire habituel dans notre pays et dans la situation actuelle, eh bien, sera probablement pour ces malades qui ont une anémie persistante ou des transfusions persistantes sous éculizumab. Alors ensuite, il y a une autre question sur le mode comment on donne ce traitement. Ça, tu le sais, puisque tu as participé à l'essai. C'est par voie sous-cutanée 2 fois par semaine. Donc au début, il y a une phase d'apprentissage où il est nécessaire d'avoir une infirmière pour aider le patient, mais après, éducation thérapeutique, les patients peuvent le faire eux-mêmes. C'est une sous-cutanée qui dure une quinzaine de minutes, qui peut s'injecter dans les cuisses, dans le ventre, etc. Donc voilà, il y avait aussi une autre question que j'avais vue avant sur les spécificités de recommandation de vaccination dans la PL2. Donc ça revient un peu aux complications infectieuses dont on a parlé tout à l'heure. Pour l'instant, ce sont les mêmes que celles pour l'éculizumab, en tout cas en France. En tout cas, la spécificité de la France, à savoir à la fois une antibioprophylaxie et une vaccination contre le méningocoque de sérotype B, mais aussi de sérotype ACWY, classique. Donc pour l'instant, je dirais qu'il n'y a pas de prophylaxie différente de celle qu'on a pour des patients qui sont sous anti-C5. Mais encore une fois, on a peu de recul et il nous faut vraiment suivre ces patients de près pour être bien sûr qu'à terme, ils ne soient pas plus exposés aux infections ou éventuellement aux maladies auto-immunes. Et je vois une dernière question sur le délai d'accès au ravulizumab. Donc, encore une fois, le ravulizumab a obtenu une ASMR 4 au moment de son évaluation en commission de transparence, ce qui veut dire que c'est un médicament qui manifestement a été jugé utile pour notre système de santé. Il permettra aux patients de venir seulement 6 fois par an à l'hôpital et non pas 24 comme c'est le cas à l'heure actuelle sous éculizumab. Néanmoins, comme vous le savez, il y a un certain nombre d'autres étapes à franchir avant d'avoir un prix et donc d'avoir un accès officiel. Donc c'est ce qui est en cours. Le médicament est accessible pour l'instant en Allemagne, mais on devrait l'avoir possiblement en 2021. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter que j'aurais oubliées ? Moi, j'ai une question. Au tout début de l'étude, dans la partie run-in de Pegasus, les patients ont reçu les 2 traitements ensemble. Est-ce qu'il y a des effets secondaires qui ont été montrés par ce double blocage de la cascade du complément ? Alors non, il n'y a pas eu d'effets secondaires. En revanche, moi je pense que c'est quand même une limite puisque alors d'abord c'était un impératif de la FDA pour être bien sûr que le traitement soit bien supporté, donc c'est un mois de run-in là, mais en pratique il y a quand même une limite puisque du coup, eh bien quand on est randomisé éculizumab, puisqu'on était non répondeur à l'éculizumab au départ et qu'on a eu une meilleure réponse au moment de cette période de chevauchement, il est probable que les patients qui étaient tirés au sort, et on le voit bien, aient une hémoglobine un peu plus basse parce qu'en effet il y a probablement un effet simple du fait qu'on est tiré au sort dans un bras de traitement qui ne marche déjà pas.
pas alors qu'on avait réussi à optimiser la réponse avec un nouveau traitement. Donc il y avait plus pour moi une limite, j'ai envie de dire, de design en tout cas pas de toxicité, mais ça n'a pas été retenu comme rédhibitoire par les reviewers notamment. Donc voilà. Eh bien, écoute, si c'est comme ça, on va laisser l'HPN pour le moment. Et puis, tu vas pouvoir maintenant faire l'actualité sur les éosinophilies à l'âge cette année. Et moi, je vais laisser la place à Jean-Emmanuel pour modérer. Merci Régis. Pierre-Édouard, on enchaîne donc sur les syndromes hyperéosinophiliques. Et donc, je vais vous parler donc des actualités à l'ASH sur les syndromes hyperéosinophiliques, donc avec le risque thrombotique en premier lieu, donc avec cette étude qui a été présentée sur le risque thrombotique dans les syndromes hyperéosinophiliques. Donc, on sait qu'il y a un risque de thrombose dans les syndromes myéloprolifératifs. La question, c'est de savoir est-ce qu'il y a aussi sur-risque dans les syndromes hyperéosinophiliques et surtout l'impact des mutations somatiques. Donc pour ça, ils ont fait une étude monocentrique à Boston où ils ont pris les patients qui avaient une hyperéosinophilie chronique et qui avaient eu un NGS. Alors, ils ont exclu les patients qui avaient moins de 18 ans, les patients qui avaient un diagnostic de maladie hématologique, leucémie, lymphome, les patients qui avaient des hyperéosinophilies secondaires, par exemple aux vascularites, aux allergies, et les patients qui ont reçu un NGS pour une autre indication que le bilan de l'hyperéosinophilie. Et donc au total, il y avait 64 patients sur leurs 328 qu'ils ont analysés. Et donc sur ces patients, il y en a un tiers qui présente une anomalie moléculaire, alors principalement des anomalies qu'on retrouve dans les syndromes myéloprolifératifs avec PDGFR1, FGFR1, JAK2, et également d'autres mutations myéloïdes comme T2, RUNX1 ou DNMT3A. Et ils ont observé que ces anomalies moléculaires étaient associées à des patients plus âgés et en plus de comorbidités, un état général altéré et une obésité, et que c'était également associé aux atteintes cardiaques de syndrome hyperéosinophilique. Ces anomalies étaient associées à un risque de décès, mais quand on l'ajustait aux autres facteurs, c'est-à-dire l'âge, les comorbidités, l'atteinte cardiaque, on ne retrouvait pas cette association avec le risque de décès avec un RR ajusté à 1,9. Par contre, on retrouvait une association de ces mutations avec le risque de thrombose à 1 an qui était de 55% versus 13%, avec majoritairement des thromboses veineuses, mais également des thromboses artérielles. Et ce risque thrombotique était associé au décès, quasi 10 fois plus de décès si le patient avait présenté une thrombose. Et ici, vous avez les courbes de survie globale et de survie sans thrombose chez les patients ayant une mutation ou non. Et donc, c'est assez impressionnant les différences qu'ils ont observées dans cette étude, avec un taux qui est très élevé de thrombose dans cette cohorte. Et donc, je pense qu'on pourra discuter avec le professeur Kahn et également les données qu'on a en France sur le sujet. Et le fait que les anomalies moléculaires étaient de très mauvais pronostics avec près de 25% de décès, 50% de thrombose. On peut quand même se poser la question sur les critères d'inclusion de cette étude sur la sélection des patients qui ont eu un NGS. Et je pense qu'il faut plus de données pour réellement connaître le risque de thrombose chez ces patients. Mais en tout cas, c'est quelque chose à prendre en compte. Et je pense que la thrombose, ça va être un facteur primordial dans la prise en charge de ces patients. La deuxième étude dont on a parlé à l'ASH, c'est une étude de base de données américaine, donc qui présentait le pronostic et le risque de transformation d'une entité qui s'appelle CEL, Chronic Eosinophilic Leukemia. Alors juste pour rappeler, pour ceux qui sont moins à jour sur les classifications diagnostiques de ces syndromes, donc il y a le syndrome hyperéosinophilique clono avec les anomalies de PDGFR A ou B, qui est un excellent pronostic pour lequel on peut donner un traitement par imatinib, dont les principaux problèmes peuvent être l'atteinte cardiaque et un risque faible d'évolution en LAM, et les SHE lymphoïdes, qui sont également de bons pronostics, qui ont un pronostic qui dépend de l'atteinte cardiaque, et il y a un risque d'évolution en lymphome, mais qui est quand même assez rare. Et donc cette troisième entité, la CEL, qui est un diagnostic d'élimination, il faut avoir éliminé les syndromes myéloprolifératifs, certaines mutations driver et également avoir la présence d'une anomalie, soit un excès de blast dans le sang, dans la moelle, ou une anomalie cytogénétique ou de biologie moléculaire associée aux pathologies myéloïdes. Et donc on classe dans les syndromes myéloprolifératifs. Et donc la question, c'est de savoir quel est le pronostic de ces CEL. Et donc pour nous aider à répondre, ils ont repris l'ensemble de leur base de données, ils ont retrouvé
487 patients qui avaient ce diagnostic, 60% d'hommes, une médiane d'âge à 57 ans et un suivi sur 5 ans. Et on voit qu'il y a un très bon pronostic dans cette cohorte. On se pose quand même quelques questions. Il y a une majorité de décès dans les 2 premières années. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une maladie en 2 sous-types, une forme très agressive, avec peut-être ce risque d'évolution en leucémie aiguë myéloïde, et une maladie beaucoup plus indolente. Et alors, ce qui est encore plus frappant, et je pense qu'on pourra en discuter avec le professeur Kahn, c'est les évolutions. En fait, ils ont très peu d'évolutions en leucémie. Par contre, ils ont beaucoup d'évolutions en lymphome, ce qu'on retrouve plutôt dans les SHE lymphoïdes. Et donc, la grande question, c'est est-ce qu'on est vraiment en train de regarder des CEL ou est-ce que c'est des patients qui ont été mal classés? Et je pense qu'on va pouvoir en rediscuter à partir de maintenant. Merci beaucoup Pierre-Édouard. Donc on n'a pas eu de révolution thérapeutique pour l'instant à l'âge cette année en tout cas, mais donc plutôt des données cliniques qui posent des questions extrêmement intéressantes. Donc on va passer aux questions si il y en a. Donc pour l'instant pas de questions. Alors le premier élément sur la thrombose, il est surprenant que alors que les cliniciens qui s'intéressent à l'éosinophilie aient vu depuis très 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 longtemps des patients qui rentrent dans la maladie éosinophilique par de la thrombose, qu'on ait eu si peu de papiers sur cette donnée clinique-là. Donc ce papier-là, cette communication était intéressante parce que c'était effectivement une des premières qui s'intéresse à cette donnée de thrombose. On a beaucoup de data fondamentales qui laissent penser que l'éosinophile a d'authentiques propriétés prothrombotiques. Dans ce papier, il a surtout l'intérêt donc déjà de souligner le phénomène. Il a aussi l'intérêt d'émettre une hypothèse qu'il y a un lien entre les phénomènes thrombotiques et la caractéristique entre guillemets d'hématopoïèse clonale de l'éosinophile, suggérant qu'une éosinophilie clonale serait plus à risque de thrombose. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas inintéressant, c'est de voir qu'il y a à la fois un surrisque thrombotique, mais aussi un surrisque peut-être d'atteinte cardiaque dans cette population. Et on sait que atteinte cardiaque et atteinte thrombotique peuvent éventuellement être liées. Et donc, c'est l'intérêt majeur de ce papier, même si, comme l'a dit Pierre-Édouard, on est totalement surpris du nombre de décès, du nombre de thromboses dans cette population, suggérant qu'il y a vraiment eu un biais de sélection extrêmement important. Ce travail pose beaucoup plus de questions, en tout cas qu'il n'en répond, et notamment la problématique que ça pose, c'est quand on est confronté à une thrombose avec une hyperosinophilie et qu'on n'a trouvé aucun autre facteur de risque thrombotique, est-ce qu'il faut uniquement mettre un traitement anticoagulant ou est-ce qu'il faut traiter l'hyperosinophilie, même si par ailleurs il n'y a pas de manifestation d'organes liées aux éosinophiles qui justifient habituellement un traitement. Donc voilà, l'autre critique du papier, c'était que les patients on n'avait pas du tout exclu les facteurs de risque thrombotique usuels. On serait attendu à ce qu'ils nous disent qu'ils aient exclu les antiphospholipides, etc. Thrombophilie, etc. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de travail à faire, mais je pense que ça serait très intéressant. Voilà, toujours pas de questions, et donc peut-être juste un deuxième commentaire sur le pronostic. C'est vrai que dans les formes liées à FIP1 et GFRA, qui est l'anomalie la plus clonale, la plus fréquente, les pronostics sont excellents, et qu'il y a vraiment des questions qui se posent dans les CEL. Est-ce que finalement les syndromes hyperosinophiliques restent une maladie grave? Ce travail, là encore avec toutes les limites méthodologiques, montre qu'il y a encore des gens qui décèdent, et effectivement, la CEL qui se transforme en lymphome, c'est probablement pas une CEL comme l'a dit Pierre-Édouard, c'est probablement soit un lymphome indolent qui n'a pas été diagnostiqué, dans lequel prédominait la part éosinophilique, soit un SHE lymphoïde. Ça souligne le fait que dans une hyperosinophilie, l'enquête lymphoïde, elle doit être systématique, avec au moins un phénotypage lymphocytaire sanguin à la recherche des populations clonales circulantes. Alors, j'ai des questions qui arrivent. Ruxolitinib, JAK2 et thrombose, c'est la question. Alors, très clairement, éosinophilie JAK2, c'est décrit, c'est-à-dire qu'à côté des TE, des PV que vous connaissez liés à JAK2, on a des éosinophilies clonales liées à JAK2, et que ce soit d'ailleurs des mutations V617F ou des réarrangements PCM1 de JAK2, et le ruxolitinib peut être une arme. En revanche, une éosinophilie asymptomatique, une thrombose, et rien d'autre comme symptôme d'organe, est-ce qu'il faut mettre du ruxolitinib? Je n'ai pas de données scientifiques pour vous répondre, c'est possiblement exagéré.
Donc une autre question sur les CEL qui se transforment en lymphome est en effet perturbant. Qu'en est-il des explorations médulaires spécifiques? J'aurais tendance, pour répondre à ce que sous-entend cette question, je ne crois pas qu'une BOM soit indiquée pour éliminer un lymphome de manière systématique. Éventuellement plus un intérêt dans le cadre de l'exploration de syndrome myéloprolifératif, mais pour éliminer un lymphome devant une hypereosinophilie, pour l'instant, on en reste à des biopsies d'organes s'il y a des adénopathies, à un phénotypage lymphocytaire circulant, mais pas de BOM systématique. Certaines mutations somatiques associées particulièrement à un risque thrombotique. Pierre-Edouard. J'avais contacté le premier auteur de ce travail pour essayer un peu de discuter de ça avec elle. Ils ont malheureusement pas assez de données. Hein. Les sous-groupes, il y a au maximum 4 patients qui ont chaque mutation, donc c'est beaucoup trop peu pour pouvoir faire ce type d'analyse. Mais ça pourrait être intéressant sur une plus grande cohorte de voir. On sait très bien que TET2 dans les chips est associé à un surrisque cardiovasculaire et donc il y a, je pense, un intérêt à creuser tout ça. Merci beaucoup. Et donc dans la continuité, je vais laisser Pierre-Edouard continuer sur les déficits immunitaires et Marc Michel va me remplacer pour modérer avec Nizar Malawi. Bonsoir à tous. Donc, on va effectivement enchaîner avec les déficits héréditaires et je serai là pour modérer et poser des questions à notre expert en la matière, en la personne de Nizar Malawi de l'hôpital Necker de Paris. Donc, on va parler maintenant de déficit immunitaire. Et donc, à cet ASH, il n'y avait pas vraiment de topo sur les déficits immunitaires en tant que tel dans les oraux, mais il y avait une très bonne éducationnelle que je vous conseille d'aller regarder si vous avez encore accès au replay, qui reprenait les différents éléments qu'on peut retrouver dans un déficit immunitaire avec le yin et le yang, d'un côté les risques infectieux et de l'autre côté l'auto-immunité. Et ils ont également représenté les différents déficits immunitaires que je vous ai mis ici avec les 10 grandes classes. Et donc il y a une très très grande hétérogénéité de présentation clinique de physiopathes qu'on n'aura pas le temps de détailler aujourd'hui. Mais on voulait parler de 2 études qui ont été présentées dans cette éducationnelle. La première, c'est une cohorte de 54 patients allogreffés chez des jeunes adultes ou des adultes, et donc qui avait l'avantage donc de présenter plein de déficits immunitaires différents, parce qu'on sait que c'est très difficile de faire une étude sur un déficit immunitaire au vu de leur rareté. Et ce qui était intéressant à noter, c'est qu'il y a dans ces patients allogreffés des patients qui n'avaient pas de diagnostic génétique du déficit immunitaire, donc undefined CID. Vous pouvez le voir, il y a 2 patients chez chez l'ado et également 2 patients adultes donc, ont bénéficié de ces greffes. Et voici les résultats. Donc, avant 2010, où il y a assez peu de malades, on avait des résultats qui étaient mauvais. Et bien mes résultats depuis 2010, où il y a la majorité des patients. Et donc, on voit l'apprentissage qu'on a eu sur la greffe de ces patients. Et donc, c'est des résultats qui sont assez intéressants et qui méritent d'être consolidés par de futures études. Et la deuxième étude qui est aussi importante, qui est un travail qui a été fait au sein du CEREDICH avec l'hôpital Necker et également des hôpitaux à Londres, qui sont une analyse d'une cohorte rétrospective de patients allogreffés pour déficit immunitaire, appariés avec des contrôles ayant le même type de déficit immunitaire, le même âge, les mêmes comorbidités, et qui montrent qu'en termes de survie sans maladie il y a un bénéfice pour les patients qui ont été greffés à 5 ans. Vous pouvez le voir sur cette courbe. Et donc tout ça nous amène à cette conclusion, c'est-à-dire que l'allogreffe, elle doit être considérée chez tous les patients qui ont un déficit immunitaire clinique. Et j'insiste sur ce point. Il ne faut pas attendre d'avoir le diagnostic génétique si vous pensez qu'il y a une indication à greffer ce patient au vu des complications et avant que les comorbidités qui peuvent apparaître chez ces patients viennent et limitent la greffe. Et donc il faut une discussion commune entre les internistes et les hématologues pour discuter de cette indication de greffe et de la gestion des complications. Donc tout ceci nécessite des confirmations dans des cohortes plus importantes et également étudier ce que pourrait donner un chimérisme mixte dans ce contexte de déficit immunitaire avec moins de risque de GVH.
Merci beaucoup pour cette synthèse des informations donc, qui ont été relayées à la SH en virtuel sur la place de l'allogreffe dans les déficits immunitaires. Donc Nizar, est-ce que tu peux nous faire un commentaire d'expert et nous rappeler schématiquement quels sont les principaux déficits immunitaires primitifs combinés notamment qui relèvent de l'allogreffe en tant que modalité thérapeutique à privilégier? Oui, très bien. Merci beaucoup, Marc, et bravo à Pierre-Édouard pour cette synthèse. Effectivement, l'ASH n'est pas forcément le lieu habituel où on va parler de déficit immunitaire primitif ou primary immune deficiencies en anglais. Et sur la diapo que Pierre-Édouard a montrée, relative à la classification qui est faite par le sous-groupe de l'IUIS, qui est l'Union internationale des sociétés d'immunologie. Il y a un sous-groupe sur les déficits immunitaires, et donc il s'appelle le Inborn Error of Immunity. Et donc c'est en train peut-être le nom des déficits immunitaires primitifs est en train de shifter vers les erreurs innées de l'immunité. Et pourquoi ça? Parce que aujourd'hui, on connaît environ 550 gènes responsables de déficits immunitaires primitifs, et une vingtaine par an, une vingtaine de nouveaux gènes par an sont décrits et publiés dans des revues diverses et variées, essentiellement d'immunologie. Et ce qui est très important, c'est que des patients avec un déficit immunitaire peuvent se révéler à l'âge adulte et parfois même avec des formes d'emblée assez graves, par exemple une complication oncohématologique ou bien des infections invasives répétées, graves, et parfois la combinaison de cela avec des manifestations auto-immunes ou auto-inflammatoires. Et effectivement, les patients avec un déficit immunitaire combiné, donc qui ont des anomalies quantitatives et ou qualitatives sur à la fois les lymphocytes T et les lymphocytes B, sont ceux qui peuvent être, entre autres, des indications à être allogreffés à la fois à l'âge pédiatrique, mais aussi à l'âge adulte. Je tiens à rappeler le continuum qui existe entre ce très mauvais terme de déficit immunitaire commun variable, mauvais parce qu'en fait c'est une sorte d'énorme comme ça, sac où on met pas mal de choses différentes, et en réalité il y a un continuum entre la forme d'hypogammaglobulinémie relativement modérée avec des complications infectieuses contrôlées par une substitution par immunoglobuline et ou une antibiothérapie prophylactique au long cours, et la forme de déficit immunitaire combinée avec les complications que j'ai évoquées jusque-là. Et notamment, par exemple, un qui est assez emblématique de cela, c'est un déficit immunitaire qui s'appelle le APDS, qui est causé par des mutations dans deux gènes. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui est pour le coup un déficit immunitaire combiné pour lequel on peut proposer la greffe. Néanmoins, dans l'expérience publiée jusqu'à aujourd'hui et l'expérience des collègues à travers les différents centres référents, c'est surtout, quantitativement, c'est surtout dans la granulomatose septique chronique, donc un déficit de l'immunité innée, qu'on a le plus d'expérience. Il y a un papier assez récent, il y a quelques mois, qui est sorti sur 770 cas à travers le monde, dont 10%, donc 70 cas, chez les patients âgés de plus de 18 ans. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que là, on voit deux papiers. En fait, il y en a eu un qui est sorti en 2018 dans Blood, et qui est peut-être le premier, comme ça, par nos collègues de Londres, qui montre qu'il est possible maintenant de proposer la greffe, l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques chez des patients adultes, donc âgés, disons, de plus de 16 ou 18 ans, et que ça marche. Et qu'on a fait des progrès, qu'on voit bien qu'il y a avant 2010 et après 2010, pour différentes raisons, mais notamment la sélection des patients et aussi la sélection de conditionnements plus adaptés, avec des conditionnements atténués qui sont mieux tolérés quand même, qui ont donc avec moins de TRM. Et c'est ce que montre le premier papier que Pierre-Édouard a montré. Et ce qu'on a mené avec au CEREDI, là, au centre de référence déficitaire, avec la même
Londres qui avait publié dans Blood en 2018, c'est de faire une étude qui est menée par Morgane Cheminant, qui travaille dans le service d'Olivier Hermine et de Felipe Suarez. Donc ce travail de cohorte, d'études rétrospectives, mais appariées, sur le tableau clinique et les comorbidités pré-greffe, et on voit qu'effectivement le message est plutôt en faveur en termes de survie et de complications post-greffe par rapport à un patient non greffé, et plutôt en faveur de la greffe. Donc ça, c'est vraiment des données maintenant dont on va se servir et qui font que la décennie qui s'ouvre, on va avoir de plus en plus de patients adultes greffés. Merci beaucoup Nizar. Juste une question rapide avec réponse brève. Est-ce que les patients déficit immunitaire allogreffés, surtout quand ils ont des déficits combinés sévères, font moins de GVH ou pas? Du fait même de leur déficit intrinsèque ou pas? Ou c'est peut-être une question stupide? Non, pas réellement. Enfin, le déficit immunitaire combiné sévère, c'est les bébés bulles, donc c'est une pathologie très très différente de celle qu'on discute là aujourd'hui. Mais non, les patients avec un déficit immunitaire combiné ou une granulomatose septique chronique, etc., font quand même de la GVH. Mais un message important, par exemple, c'est que les patients avec une colite inflammatoire, dont on pensait que ce soit dans la CGD ou dans le KID, dont on pensait que ça pourrait être un facteur de risque de faire des GVH digestives sévères, en réalité, on est moins inquiet, avec l'expérience, on est moins inquiet que ce qu'on pensait au départ. Ok, merci beaucoup Nizar. On va enchaîner sur l'item amylose. Ah pardon, il y avait quelques questions qui sont apparues sur le chat. Comparaison historique de survie des greffes concerne-t-elle les mêmes tranches d'âge? Enfants, ados, enfants, adultes. En gros, est-ce qu'on a comparé les mêmes tranches d'âge sur les études récentes et les données historiques? Alors, pour l'étude qu'on a menée au CREDI, c'est des patients de plus de 15 ans. Pour la première étude que Pierre-Edouard a synthétisée, il y avait des patients adolescents, jeunes adultes, 13, 17 ans et 17 ans et plus. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes tranches d'âge entre les deux études. Ok. Bon, je pense qu'on va en rester là pour les questions, faute de temps. On va passer, donc merci encore Nizar, aux amyloses. Et avec en backup, en visio, notre expert reconnu dans le domaine, en la personne d'Arnaud Jacquard. Donc Pierre-Edouard, à toi pour la synthèse de ce que tu as retenu comme messages principaux pour l'amylose. Ça marche. Donc on va parler principalement de l'étude Andromeda. Je vous ai présenté ici sur un beau ciel étoilé. On va un peu changer sur ce topo. Et donc l'étude Andromeda, c'est une phase 3 randomisée en ouvert qui évaluait donc DARA-VCD versus VCD en première ligne de l'amylose au vu des données d'une phase 2 dont j'ai présenté les principales données ici qui montraient l'effet rapide au niveau hématologique du daratumab, donc un anti-CD38 dans le contexte d'amylose. Et donc cette étude, elle a déjà été publiée, donc elle est positive sur son critère de jugement principal, qui était le taux de réponse hématologique complète, qui est en faveur du bras DARA-VCD. Et donc là, à l'ASH, ils ont présenté une sous-analyse sur ce qu'ils appellent la mode PFS, donc qui est la survie sans progression hématologique, sans aggravation cardiaque, sans aggravation rénale et sans décès. Et donc je rappelle au passage l'étude qui était donc amylose en première ligne avec au moins une atteinte d'organes. Ils avaient exclu les atteintes cardiaques de stade 3B selon le score de la Mayo Clinique. Et donc les patients recevaient soit DARA-VCD, soit VCD. Et donc sur ce critère de mode PFS, il y a un bénéfice du DARA-VCD qu'on va représenter ici. Et toutefois, je trouvais ça intéressant de regarder un petit peu quels sont les événements qui sont apparus dans les deux sous-groupes. Et vous voyez quand même que dans le bras DARA-VCD, il y a quand même une bonne partie des événements qui sont arrivés qui sont des décès. Donc on voit le traitement par daratumab, ça va certes jouer sur le clone plasmocytaire qui est à l'origine des chaînes légères qui vont provoquer les feuillets d'amylose, mais ce n'est pas suffisant pour changer la course d'une partie des patients. Et donc, pour résumer cette étude,
elle permet un bénéfice en termes de réponse hématologique et donc une amélioration de la mode PFS, mais on ne voit pas de bénéfice de survie globale. Le suivi était encore assez court, à seulement 15 mois, et ça montre que c'est quand même, il y a une certaine limite à uniquement viser la réponse hématologique. C'est pourquoi je voulais vous parler d'un nouvel espoir avec cette étude KEL 101, qui est un anticorps monoclonal qui ciblait un épitope des fibrines amyloïdes, donc là qui va directement jouer sur les feuillets amyloïdiens. Et donc c'était une étude de phase 2 qui associait cet anticorps à du VCD ou du VCD plus DARA au vu des résultats de l'étude Andromeda. Donc la première chose, c'est qu'ils n'ont pas observé de toxicité limitante. Il y a quelques rash qui sont décrits. Et en termes de réponse, je vous ai représenté ici en bas la variation de protéinurie. Donc c'était assez efficace au niveau rénal. On voit que sur les 7 patients qui sont représentés ici, ils ont 6 sur 7 ont répondu. Par contre, il y avait très peu de réponses cardiaques et je pense qu'on pourra en reparler avec le professeur Jacquard sur les hypothèses là-dessus. Et donc on espère que ce sera un nouvel espoir qui va se concrétiser avec la phase 3 qui est en cours et ne pas finir comme la 3e trilogie Star Wars. Merci beaucoup. Arnaud, est-ce que tu peux faire un commentaire ? On voit que dans la première étude, comme souvent ces dernières années, les bénéfices et les avancées notables dans le myélome profitent également aux patients amylose, mais qu'en parallèle, il y a quand même des développements ciblés sur l'amylose avec cette nouvelle approche d'anticorps anti-épitope sur les fibrilles. J'avais une première question. Est-ce qu'avec le DARA, est-ce qu'on voit il y a un risque d'effet flair lors de, entre guillemets, l'induction par l'adjonction de DARA? Est-ce que des patients peuvent s'aggraver ou pas? Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre dans ton expérience? Alors, c'est très bien toléré comme molécule. Hein. Dans l'étude, c'était en sous-cute. Donc, ça, il y avait très peu d'effets secondaires. Quand on le fait en IV, il peut y avoir des bronchospasmes à la première perfusion et puis un peu de surcharge. Hein, mais c'est quand même très, très bien toléré. Dans l'étude Amidara qu'on avait fait sur 40 malades, on n'a jamais dû arrêter le traitement pour un effet secondaire. Non, cette étude est vraiment très importante. Hein, VCD versus VCD DARA. VCD, c'est le traitement le plus utilisé dans le monde actuellement, bortezomib, endoxan, dexaméthasone. Et là, on fait beaucoup mieux en termes de réponse. Et dans les amyloses AL, la réponse, c'est la survie. Il n'y a pas encore de différence de survie parce qu'en fait, il y a très peu de décès, hein, que ce soit dans le bras VCD ou dans le bras VCD DARA. C'est des gens qui sont relativement âgés. Il peut y avoir des décès d'autres causes. Il y avait un peu plus de décès dans le bras en fait VCD, mais c'était pas différent, hein, parce que beaucoup de patients dans le bras VCD qui répondaient pas ont été récupérés par le DARA. Non, ce qui est vraiment très impressionnant, c'est le taux de réponse. Hein. Il faut voir que dans les années 2000, on avait 30% de réponse avec melphalan-prednisone. Avec melphalan-dexa, on est arrivé à 65%. Avec VCD, on est à presque 80%. Et avec VCD DARA, on est à 92% de réponse, donc une baisse d'au moins la moitié des chaînes légères. Et on est à 53% de réponse complète et à 80% de très bonnes réponses partielles. Donc c'est des résultats qui sont très, très, très impressionnants, qui vont changer nos pratiques. Il va y avoir une demande d'AMM pour le daratumumab, pour cette association dans les amyloses AL, qui va être déposée bientôt. Il n'y a aucune AMM dans les amyloses, c'est une maladie rare où les AMM sont difficiles, ça n'intéresse pas les labos. Et donc là, ça va probablement changer nos pratiques, surtout pour les patients les plus graves où on a besoin d'une réponse très rapide. Et ce qu'on a montré dans l'étude où on le faisait en monothérapie, c'est qu'on avait à peu près 50% de réponse après une seule perfusion de daratumumab. Donc c'est très très rapide et c'est ça qui est intéressant avec cette molécule. On a des réponses complètes qui surviennent en un mois. Donc c'est vraiment une étude qui va changer nos pratiques, hein, qui est très encourageante sur le taux de réponse dans cette maladie. Et je le répète, la réponse c'est la survie. Et quand vous suivez un malade qui a une amylose AL, il faut suivre absolument le dosage des chaînes légères. C'est comme ça qu'on regarde la réponse. Et il faut essayer d'avoir une réponse rapide, d'autant plus que la maladie est grave. Pour les patients les plus graves, ce qu'on appelle les stades 3B de la Mayo Clinique, une troponine élevée, un NT-proBNP supérieur à 8500, il y a 60% des patients qui vont décéder dans les 6 premiers mois avec les traitements classiques. Et on espère qu'avec cette association, plus de patients si graves vont survivre. Et sinon, les survies vont être excellentes.
Merci. Non, ma question n'était pas tant sur la tolérance propre du daratumumab, dont on sait qu'il est bien toléré, mais plus sur le risque éventuellement d'avoir une aggravation transitoire liée justement à l'efficacité majeure, comme on l'a vu dans le passé avec certains protocoles, où même nos collègues cardiologues disaient qu'il fallait surveiller les patients à proximité d'une USIC, parce qu'on voyait des aggravations initiales paradoxales, mais manifestement, ce n'est pas ce qu'on observe. Non, pas du tout. D'accord. Plus les chaînes baissent vite, plus les malades vont bien. D'accord. Il n'y a pas de syndrome de Lise dans les amyloses, il n'y a pas de grosse masse tumorale. Non, ce qui est mal toléré, c'est la dexaméthasone. D'accord. Ce qui est dangereux pour les malades avec une atteinte cardiaque grave, c'est la dexa. C'est ce qu'a montré l'équipe de Mondor. Donc c'est vraiment à ça qu'il faut faire attention. Et l'intérêt du DARA, c'est qu'on n'est pas obligé de donner des fortes doses de dexa pour avoir une réponse. Donc non, pas d'aggravation, au contraire. Hein, c'est vraiment, ça va changer. Je pense que ça va encore améliorer la survie des patients, qui est bonne maintenant. Hein. Les patients avec une amylose à L survivent mieux que les patients avec un myélome, hein, sauf les non-répondeurs. Les non-répondeurs vont rapidement mal. Ok. Je ne sais pas s'il y a des questions via le chat. Il semblerait que non. Donc on va enchaîner. Merci beaucoup Arnaud. Okay. Et merci pour ces présentations, Pierre. Bonsoir. On va enchaîner sur la deuxième partie. Donc, Florian Russell, notre deuxième interne reporter, a eu des soucis qui font qu'il ne peut pas être présent ce soir sur le plateau pour présenter et faire la synthèse. Donc, les experts vont prendre la main, on va dire, sur leurs thématiques respectives. Donc on va enchaîner, sauf erreur de ma part, sur les cytopénies auto-immunes, que je vais donc présenter. Ouais, je vais prendre. Voilà. Alors, moi, j'ai retenu 3 communications. Je vais aller vite parce qu'il y a pas mal de diapos, mais je vais vraiment aller au message clé. Dans les cytopénies, en me concentrant sur le PTI, il y a cette première présentation qui m'a paru intéressante et originale, qui avait trait à l'efficacité et à la safety d'un inhibiteur du complément chez les patients adultes avec PTI chronique. Dans la présentation, les auteurs ont rappelé qu'il y avait quand même des arguments qui avaient été mis un peu sur le côté de la route, suggérant que le complément pouvait être impliqué, en tout cas en partie, dans la physiopathologie du PTI. D'une part, on sait qu'il y a un tiers des patients qui ne répondent pas au traitement conventionnel, que dans 50% des cas, on trouve des anticorps antiplaquettes qui sont IgG1 ou IgG3 qui peuvent activer le complément. Quand on dose le complément, ça a vraiment été fait, mais dans un tiers des cas, on voit une activation du complément. Et puis, il y avait des données un peu anecdotiques sur des case reports qui suggéraient qu'en inhibant la voie calcique du complément, certains patients pouvaient être tirés d'un mauvais pas. Donc ça a fait le lit de ce projet qui a étudié donc l'efficacité et la tolérance du sutimlimab. Le sutimlimab, c'est le premier inhibiteur de sa classe du C1 de la sous-unité S, qui a donné des résultats très prometteurs dans la maladie chronique des agglutinines froides, avec un New England à venir et une AMM en attente. Donc il s'agissait là d'une étude ouverte de phase 1B, qui a porté sur un petit groupe de patients, une douzaine de patients, avec des doses fixes, comme dans la maladie chronique des agglutinines froides en fonction du poids. On fait du J1, J7, et puis après c'est tous les 15 jours, encore une fois dose fixe par voie intraveineuse. Et donc 12 patients qui ont été traités initialement pendant plusieurs semaines, et après certains d'entre eux, après une période de washout, ont continué sur une étude entre guillemets d'extension. Les critères de jugement étaient essentiellement d'analyser bien sûr la tolérance, la réponse globale en termes de chiffres plaquettaires, sous-divisés en réponses complètes, à savoir des plaquettes supérieures à 100 gigas par litre, et puis aussi un critère de durabilité et de stabilité de la réponse. Et bien sûr, le délai de réponse était également analysé. Donc vous voyez, c'est une petite étude, des résultats certes préliminaires à prendre avec précaution. 12 patients. L'information sur les caractéristiques patients, c'est que c'était des patients qui avaient des PTI chroniques qui, pour la plupart d'entre eux, étaient en échec de nombreuses lignes thérapeutiques et qui avaient été exposés en médiane à 6 lignes thérapeutiques, ce qui montre le caractère
multiréfractaires pour en tout cas certains d'entre eux. Vous voyez un peu la cinétique sur ces graphes d'augmentation des plaquettes. Donc ça monte assez vite, c'est relativement stable. Quand il y a un washout, les plaquettes dégringolent assez rapidement et quand le traitement est repris, on obtient à nouveau une réponse chez les patients répondeurs. Et vous voyez que globalement, sur la courbe bleue en dessous, il y a une corrélation inverse assez fiable entre l'activité du complément et le taux de plaquettes. Donc globalement, près de un répondeur sur deux, avec un tiers de réponse durable. Donc voilà, c'est pas révolutionnaire, mais encore une fois, près de 50% de répondeurs chez une population de PTI chronique réfractaire à plusieurs lignes thérapeutiques, c'est quand même intéressant. La tolérance était bonne globalement, ce qu'on savait déjà au vu des données dans les anémies hémolytiques. Donc en gros, c'est la première étude qui montre qu'il y a un rationnel pour bloquer et inhiber le complément, la voie classique dans le PTI. Et donc ça fait le lit d'un développement qui va se poursuivre en phase 3, donc on en saura plus dans les années à venir. La deuxième étude, c'est celle qui a évalué un inhibiteur de BTK par voie orale, en l'occurrence le rizalbrutinib, dans le PTI de l'adulte. Donc BTK, l'inhibition, c'est quelque chose qui est bien connu en hémato-oncologie, hein, mais ça inhibe également la différenciation lymphocytaire B en plasmocyte. Ça inhibe également la phagocytose des plaquettes, en l'occurrence opsonisées par des anticorps, et la phagocytose médiée par la fixation au récepteur pour le FC des IgG. Et donc c'est ce médicament en particulier, le fait de sa spécificité, est actuellement développé dans bon nombre de maladies auto-immunes. Donc il s'agissait là d'une phase 1-2 ouverte, donc testant l'efficacité et la safety du rizalbrutinib chez des patients avec des PTI persistants ou chroniques en rechute. Donc vous voyez là les caractéristiques des patients, donc une cinquantaine de patients avec différents schémas de dose entre 200 mg à 800 mg par jour selon les sous-groupes. Certains patients étaient en échec des agonistes du récepteur à la thrombopoïétine, du rituximab et ou du fostamatinib. Donc ce graphe n'est pas très lisible. Vous voyez qu'on obtient chez les patients répondeurs des réponses rapides. Donc ça, c'est quand même une information, ce n'était pas forcément attendu. La moitié des répondeurs ont une réponse dans les 8 jours suivant l'initiation, ce qui suggère un effet bloquant la liaison au FC gamma récepteur sur les macrophages, un effet quasiment IgIV-like. Et la réponse est maintenue chez la majorité des patients qui sont initialement répondeurs dans la période d'observation. En termes de tolérance, c'était globalement bien toléré. Il n'y a pas eu d'effet ou quasiment pas de SAE de grade 4. En revanche, des effets secondaires de grade 1 ou 2, essentiellement de la sphère digestive. Donc en conclusion, donc là encore, 42% des patients traités par cet inhibiteur de BTK qui, contrairement à l'ibrutinib, a l'avantage majeur, en l'occurrence là dans cette indication, de ne pas impacter les fonctions plaquettaires et de ne pas entraîner de surrisque de saignement, ce qui était un frein à l'utilisation de l'ibrutinib. Donc 42% de réponses, la majorité de réponses durables au fil du temps et avec une majorité de réponses assez rapide, donc qui fait que ce médicament également continue son développement avec potentiellement une place à trouver dans le futur. Dernière observation et abstract, c'était un late-breaking abstract, l'étude FLIGHT britannique qui évaluait l'intérêt du mycophénolate mofétyle en deuxième ligne pour le PTI persistant de l'adulte. Mycophénolate mofétyle qui est utilisé empiriquement depuis longtemps, notamment par nos collègues anglo-saxons, et plutôt en troisième ou quatrième ligne en France, soit en monothérapie, soit en association à d'autres traitements. Donc c'est une étude multicentrique randomisée mais ouverte. Il n'y a pas de bras placebo, avec des critères d'inclusion classiques, des PTI de l'adulte primaire, moins de 30 000 plaquettes, qui rechutent après une première ligne. Et on comparait les corticoïdes seuls aux corticoïdes plus MMF, aux doses habituelles, avec un ratio de randomisation 1/1. Donc 120 patients inclus.
Les deux bras étaient bien sûr comparables en termes de caractéristiques, et vous voyez que le endpoint principal, c'était l'absence de rechute à 18 mois, et clairement, le bras MMF au-dessus se détache du bras corticoïde seul. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'en termes de qualité de vie, notamment les scores de fatigue et de qualité de vie au sens large, ont trouvé pas de gain pour le MMF, et parfois même pour certaines échelles, un score qui était en défaveur du MMF par rapport au corticoïde, ce qui est un peu étonnant. Donc en conclusion, c'est le premier essai randomisé qui montre l'intérêt du MMF à visée d'épargne cartésionique en deuxième ligne. Donc c'est intéressant. Néanmoins, parmi les lacunes de cette étude, au dehors du fait qu'elle était ouverte et non contrôlée en double aveugle, c'est qu'il n'en a pas d'informations lors de la présentation sur le schéma de la corticothérapie, sur les doses cumulées de corticoïdes dans les deux bras et sur la vitesse de décroissance. Je pense que ces manques devraient être palliés, j'espère, dans l'article qui suivra. Je vais passer maintenant la parole à Paul Copeau sur les actualités dans le PTT. Non, il n'y a pas de question. Je crois que c'était pour l'amylose. Très bien. Je vais peut-être me mettre là. Donc, cette année, au congrès de l'ASH, il y a eu quelques travaux qui sont allés dans le sens de la présentation que je vais vous faire. Et comme vous allez le voir, il y a un certain changement de paradigme dans la prise en charge du PTT, puisqu'on assiste depuis maintenant, en fait, à une excellente prise en charge du PTT à la phase aiguë. Et maintenant que les patients passent le plus souvent le cap de la phase aiguë du PTT, eh bien, on se rend compte qu'il y a un post-PTT dont il faut s'occuper. C'est-à-dire que depuis des années, on s'est évidemment focalisé sur la phase aiguë du PTT, puisque la mortalité était encore importante jusqu'à il y a peu de temps. Et depuis très récemment, le pronostic s'est encore amélioré. Et donc actuellement, plus de 95% des patients atteints de PTT guérissent de la phase aiguë. Ça, c'est grâce à une meilleure sensibilisation des cliniciens à ce diagnostic, qui fait qu'on y pense plus souvent, on fait le diagnostic plus rapidement et on met en place un traitement adapté plus rapidement. On utilise de manière large le rituximab maintenant, le plus souvent dès le diagnostic, pour faire remonter plus rapidement Adams 13 et limiter la durée du traitement, en particulier par échange plasmatique. Et très très récemment, on a adjoint à l'arsenal thérapeutique le caplacizumab, qui est un nanocorps anti-facteur Willebrand, qui a été évalué dans 2 essais internationaux randomisés, dont une étude d'enregistrement. Cette molécule a obtenu l'AMM dans l'indication du PTT, en première ligne au diagnostic, et une étude française récente de Vraie Vie a confirmé les résultats de ces 2 études avec d'excellents résultats, puisque les évolutions défavorables de PTT à la phase aiguë sont devenues très rares, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement plus de décès, de maladies réfractaires et d'exacerbations. Donc maintenant que les patients réussissent à passer le cap de la phase aiguë, on se rend compte qu'il se passe des choses dans le post-PTT. Et cette observation que je vais vous présenter illustre bien la problématique. C'est une étude qui est un travail rapporté par 2 équipes américaines, l'équipe de l'Ohio et l'équipe du Johns Hopkins. Ils ont cumulé les données de leurs 2 registres et ils rapportent un total de 222 patients atteints de PTT. Sur l'ensemble de ces patients, 9 vont décéder à la phase aiguë et le reste des patients, les 213, sont suivis sur le long terme et 29 patients vont décéder durant le suivi alors que le PTT est en rémission. Ils se sont intéressés aux circonstances et aux facteurs associés à ce décès.
Et ici, sur ce tableau, vous pouvez voir une comparaison entre les patients survivants et ceux qui sont décédés, les 38. Et vous voyez que les patients décédés ont tendance à avoir davantage de comorbidités, comme en particulier une hypertension, du diabète, de l'insuffisance rénale chronique, ainsi que des maladies auto-immunes. Et on voit qu'il y a plus souvent des hommes dans le groupe des décédés. Ici, vous voyez que le taux de mortalité est augmenté donc chez les survivants par rapport à une population contrôle, et ça de manière ajustée à l'âge et quelle que soit l'ethnie et le sexe. Vous voyez que parmi les causes de décès, il y a les rechutes de PTT en elles-mêmes, malgré tout. Je vais le commenter tout à l'heure, les Américains sont de plus en plus, mais encore un petit peu moins agressifs que nous dans la prévention des rechutes. Et puis, vous voyez, les maladies cardiovasculaires, les causes cardiovasculaires, c'est pratiquement autant de causes de décès que les rechutes de PTT. Et les auteurs ont identifié ces facteurs de risque de décès chez les patients qui ont guéri d'un épisode de PTT. Vous voyez que le fait d'être un homme plutôt âgé et avec de multiples épisodes de PTT, c'est associé à un risque de décès précoce. Ça, c'est un rappel qui va dans le même sens que le message de ce travail. C'est un résultat issu d'une étude publiée il y a tout juste un an dans Blood de l'équipe du Johns Hopkins qui avait montré de manière très intéressante que les patients qui guérissent d'un PTT mais qui conservent un déficit même partiel en Adams 13 sont exposés à un risque de décès accru et plus précoce. Donc le déficit même partiel en Adams 13 en fait impacte l'espérance de vie chez ces malades. Et donc dans cette étude, les auteurs ont reproduit ce résultat donc sur un plus grand nombre de malades et des malades issus d'un autre centre. Et vous voyez que le résultat c'est le même, c'est-à-dire qu'un patient qui guérit d'un PTT, s'il conserve un déficit même partiel en Adams 13, il est exposé à un risque de décès plus précoce. Et vous voyez la différence en termes d'espérance de vie. Les médianes sont différentes de 4 ans entre les patients qui ont une Adams 13 supérieure à 70% normal après l'épisode de PTT et ceux qui vont rester avec un déficit partiel après l'épisode de PTT. Donc les conséquences de ce travail et de ces travaux, en fait, parce que d'autres allaient également dans ce sens, sont énormes. La première, c'est que ces travaux illustrent ce que l'on savait déjà, c'est-à-dire qu'il faut apprendre chez ces malades à encore mieux prévenir les rechutes de PTT. Et en France, on peut dire qu'on est leader dans la thématique, puisqu'on a depuis longtemps pris l'habitude de suivre ces malades sur de nombreuses années sur l'activité Adams 13, typiquement tous les mois, de manière un petit peu empirique. Et chez les malades qui dégringolent leur activité Adams 13 à moins de 20%, on va offrir à ces patients un traitement par rituximab préemptif afin de faire remonter l'activité Adams 13, la faire normaliser et éviter les rechutes. Et la conséquence, c'est qu'en France, on ne voit pratiquement plus de rechutes cliniques de PTT grâce à cette stratégie. Le deuxième point, c'est qu'il faut maintenant mieux s'intéresser aux séquelles neurocognitives du PTT. Ça, c'est quelque chose qui est émergent et on s'est rendu compte depuis quelques années que les survivants d'un PTT se plaignent régulièrement de troubles mnésiques, de difficultés à revenir à la vie d'avant, comme ils le disent. Ils ont du mal à reprendre le travail, ils ont du mal à travailler autant qu'ils le faisaient avant. Ils ont une fatigabilité plus importante et l'ensemble de ces manifestations impactent de manière très significative sur leur qualité de vie. Et on est en train de se rendre compte, grâce à ce genre d'études, et on l'avait montré nous également pour les sujets âgés, que l'espérance de vie de patients qui ont guéri d'un PTT est diminuée parfois de plusieurs années. Et les pistes pour expliquer cet impact sur l'espérance de vie sont un surcroît de morbidité, en particulier cardiovasculaire, et cette fameuse diminution, même partielle, de l'activité d'Adams 13. Alors les perspectives sont immenses parce que ça nous fait revoir complètement la prise en charge du PTT
post-épisode aigu. D'abord, il va falloir, sur la base de ces résultats, être beaucoup plus agressif dans la prise en charge et le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires. Le deuxième point, ça va être que sur l'activité ADAMTS13, eh bien, ça pourrait être un changement complet de stratégie, puisque jusqu'à maintenant, on se contentait, chez ces malades, de les traiter seulement quand ils avaient un déficit sévère isolé en ADAMTS13 pour prévenir les rechutes cliniques. Maintenant, sur la base de ces résultats, on est en train de se demander s'il ne faut pas viser non pas une activité ADAMTS13 détectable, mais carrément une activité ADAMTS13 normale. Et donc ça voudrait dire qu'il faudrait proposer à ces patients beaucoup plus fréquemment de traitements immunomodulateurs qu'on le fait actuellement. Donc vous voyez que le champ d'investigation s'est ouvert ces dernières années. Et donc il faut maintenant confirmer d'une part ces résultats et ensuite réfléchir à des stratégies plus agressives, on va dire, pour à la fois contrôler ces facteurs de risque cardiovasculaires et probablement chercher à avoir des activités ADAMTS13 chez ces malades normales et non pas seulement détectables. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, caplacizumab et taux d'ADAMTS13. Alors oui, c'est une question d'actualité et importante. Il faut bien garder à l'esprit, ça c'est une source importante de confusion, que le caplacizumab ne modifie pas l'activité ADAMTS13. Le caplacizumab est finalement un traitement suspensif qui va stabiliser le chiffre de plaquettes dans des valeurs normales, mais il faut que par en dessous, le rituximab et les immunosuppresseurs corrigent l'activité ADAMTS13. Donc en fait, le caplacizumab va véritablement protéger le malade en maintenant ses plaquettes normales jusqu'à ce que le rituximab améliore l'activité ADAMTS13. Et on dit que il faut maintenir le caplacizumab jusqu'à ce que ADAMTS13 devienne détectable, c'est-à-dire au moins 20% d'activité. Alors la petite remarque, c'est que le libellé de l'AMM pour l'utilisation du caplacizumab, c'est qu'il est à utiliser durant toute la période d'échange plasmatique, plus 30 jours après le dernier échange, et encore plus si ADAMTS13 reste indétectable. En pratique, et je veux dire le bon sens, va aller probablement vers un schéma où on va faire du caplacizumab après le dernier échange jusqu'à, en fait, quel que soit le délai, jusqu'à ce que ADAMTS13 devienne détectable. Si c'est 15 jours après le dernier échange, ce sera 15 jours. Si c'est 2 mois après le dernier échange, ce sera 2 mois. Mais ce ne sera pas une durée fixe, ce sera plutôt strictement basé sur l'activité ADAMTS13. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Très bien. Merci Paul. On va maintenant enchaîner avec la mastocytose et les actualités de l'ASH. On a Julien Rossignol qui est l'expert sur la question, qui est connecté, donc qui va nous faire cette synthèse. Et je relayerai les questions s'il y en a du chat. Vous passez les diapos ou c'est moi qui les passe? Je vais passer les diapos. C'est parti. Vous voyez bien? Parfait. Ok. Bonsoir à tous. Donc, l'ASH 2020, dans la mastocytose, il y a eu des choses intéressantes, très prometteuses, notamment au sujet des nouveaux antityrosine kinases. Et je vais vous faire un bref rappel de la mastocytose dans un premier temps. Et puis ensuite, je vous parlerai de 3 abstracts qu'on a sélectionnés au CEREMAST, qui s'intéressent aussi bien aux formes indolentes qu'aux formes agressives, et aussi bien sur la clinique que sur les essais thérapeutiques. Alors, en quelques mots, la mastocytose, c'est une maladie myéloïde
une hémopathie liée à l'accumulation en fait de mastocytes pathologiques. Et sur le plan physiopathologique, elle est principalement drivée par la mutation KIT, notamment chez l'adulte, l'exon 17 avec la mutation D816 que l'on retrouve chez plus de 90% des patients. Donc c'est une maladie rare. Ce sont plutôt des maladies rares, mais chez l'adulte, elle est quand même dans le, on va dire, retrouvée à des taux d'incidence en France, comme d'autres hémopathies que l'on prend en charge fréquemment, telles que la leucémie myéloïde chronique. La prévalence chez l'adulte, on ne l'a pas exactement en France, on peut l'estimer par rapport à des travaux qui ont été faits chez nos confrères en Scandinavie. Et en fait, on peut l'estimer à au moins 1 pour 10 000. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'elle est très sous-diagnostiquée, notamment dans les formes où il n'y a pas d'atteinte cutanée. Je veux pour preuve une très belle publication qui avait screené en fait des patients avec anaphylaxie idiopathique qui retrouvaient chez 1 patient sur 7 une mutation KIT D816V en digital PCR. Donc voilà, donc une maladie sous-diagnostiquée et voilà, donc sur le point de vue clinique, on va distinguer 2 grands types de signes. Les premiers sont liés en fait à la libération des médiateurs mastocytaires. C'est ce qu'on appelle les signes d'activation mastocytaire. Donc, il y en a énormément. Et c'est tout ce qui fait le fardeau, on va dire, du patient, tous ces symptômes d'activation mastocytaire qui peuvent se déclencher un peu à l'emporte-pièce, parfois sur des facteurs de déclenchement classiques comme les changements de température, des parfums, des aliments, etc. Mais parfois de manière comme ça spontanée, nocturne. Et donc, c'est des symptômes qui peuvent énormément gêner les patients et notamment les patients qui ont des formes indolentes, les formes les moins graves, celles pour lesquelles l'espérance de vie est normale. Un deuxième type de signe est lié en fait directement à l'infiltration des mastocytes. Donc, ce n'est pas le problème qualitatif, mais c'est quantitatif, l'accumulation des mastocytes. Et donc, dans les formes indolentes, on peut avoir voilà, une accumulation au niveau de la peau, ce qui fait typiquement l'urticaire pigmentaire, lésion classique de la mastocytose cutanée et de la mastocytose systémique indolente de l'adulte. Mais lorsque cette accumulation est trop importante dans la moelle ou dans d'autres organes tels que le foie, la rate ou les os, on peut aboutir en fait à des insuffisances de cet organe, une ostéolyse, une hépatomégalie à l'origine d'une hypertension portale ou des cytopénies. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mastocytose systémique agressive. Donc schématiquement, on distingue 2 grands types de mastocytose, celles qui sont les mastocytoses cutanées, donc c'est principalement retrouvé chez l'enfant, et 50% d'entre eux vont guérir spontanément autour de l'adolescence, donc ça on ne sait pas exactement pourquoi on a ça, malgré des mutations KIT, notamment la mutation KIT D816V qui est retrouvée chez les patients, et on peut avoir une guérison spontanée, donc c'est quand même assez inédit dans le domaine de l'onco-hématologie. Chez l'adulte, on a donc les formes indolentes qui sont au final très majoritaires, vous voyez les pourcentages varient beaucoup parce que ça dépend des études, mais quand c'est une étude non biaisée, on va dire non supervisée, faite par des épidémiologistes, on s'aperçoit qu'on a plus de 90% de mastocytose systémique indolente, et puis les autres formes sont beaucoup plus rares. Parmi les autres formes, on les appelle les avancées, c'est-à-dire les formes graves. Eh bien, la plus fréquente est la mastocytose systémique associée à une hémopathie non mastocytaire. Et donc, ça peut être associé à globalement toutes les hémopathies malignes selon l'OMS 2016. Mais principalement, 90% des cas, on retrouve des hémopathies myéloïdes. Et bizarrement, la LMMC est la plus fréquente. Alors que ce n'est pas forcément le syndrome myélodysplagique / prolifératif le plus fréquent. Et ensuite, donc on a la mastocytose systémique agressive, qui au final est de mauvais pronostic, mais est beaucoup plus rare. On évalue à 40-50 cas par an en France. Et enfin, la leucémie à mastocytes, qui est très anecdotique, qui est extrêmement rare. Et donc, c'est ce qu'on peut observer là dans cette courbe qui a été publiée en 2009, mais au final, qui n'a pas bougé pour les formes indolentes, puisqu'ils ont exactement la même survie que la population générale. Des travaux récents montrent que c'est peut-être pas vrai pour toutes les formes indolentes, notamment certains facteurs de risque ont été déterminés, mais globalement,
quand on annonce une mastocytose indolente à un patient, on lui dit que son espérance de vie va être normale, sauf si on est dans les formes smoldering un peu intermédiaires. Lorsque l'on regarde les formes agressives, vous voyez que la survie est très faible et encore plus faible pour celles qui sont associées à une hémopathie maligne. Et enfin, la leucémie mastocyte, elle est très anecdotique, il y en a très peu, mais de très mauvais pronostics. Donc ça, c'est les publications de 2009. Au final, depuis 2009, il y a énormément de choses qui se sont passées, sur le plan aussi bien de la mastocytose indolente que sur la mastocytose agressive. Donc sur le plan thérapeutique, au final, lorsqu'on fait un diagnostic de mastocytose systémique, on va chercher des signes de gravité, donc une leucémie à mastocyte, une hémopathie maligne associée, des C-findings, c'est ce qui classe la mastocytose en forme grave. Et donc si on ne rencontre pas un de ces critères, eh bien on est dans une forme indolente ou smoldering, qui est une forme un peu intermédiaire. Ces mastocytoses, au final, on les traite que si nécessaire, que si besoin. Pas de symptômes, donc on ne donnera pas de traitement. Mais en cas de symptômes avec handicap, et au final, c'est ce qui concerne la majorité des patients, on est obligé de faire les traitements de première ligne, antihistaminiques, chromoglucate de sodium, des antalgiques, parce que la douleur est souvent au premier plan, notamment la kétamine, qui est anti-NMDA, qui fonctionne très bien, d'autres molécules comme la mémantine, etc. Quand on arrive à contrôler les patients avec ces traitements de première ligne, donc on les poursuit. Et puis voilà, sauf que beaucoup de patients vont au final ne pas répondre complètement. Et c'est ce qu'on verra d'ailleurs tout à l'heure dans un des abstracts. Et on va avoir au final un fardeau lié à la maladie très important dans tous les aspects de leur vie sociale. Donc on doit initier un traitement de seconde ligne. Donc historiquement, c'était l'interféron qui était utilisé, l'interféron avec une toxicité non négligeable, notamment au niveau psychiatrique, chez les patients qui ont fréquemment des troubles neuropsychiques. C'est 60% des patients dans une étude publiée par Olivier Hermine. La cladribine, mais la cladribine, alors surtout en ce moment, on essaie d'éviter chez les patients qui ont une espérance de vie normale de mettre un puissant immunosuppresseur. Et puis, mais par contre, oui, ça peut avoir un intérêt, notamment pour les lésions cutanées. Et au final, récemment, deux molécules se sont imposées. Alors surtout la première que je vous présente, le l'omalizumab, un anti-IgE, qui a une AMM dans l'asthme, dans l'urticaire, et au final qu'on a utilisé de plus en plus au CEREMA, ça devient notre traitement de référence en seconde ligne, après les traitements symptomatiques. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que le l'omalizumab a une activité sur globalement, donc là c'est tous les symptômes, plus c'est bleu, plus c'est amélioré, sur globalement tous les types de symptômes que l'on rencontre dans la mastocytose et tout particulièrement les signes neuropsychiatriques. Ce qui montre encore une fois, il y a énormément de données, aussi bien d'imagerie que de métabolomique, qui montrent qu'il y a une spécificité dans ces pathologies de manifestations neuropsychiatriques qui sont liées directement aux mastocytes. Ce n'est pas simplement des dépressions réactionnelles ou ce genre de choses. Donc l'omalizumab, excellente molécule. La deuxième molécule, c'est un antityrosine kinase, le masitinib, qui a fait l'objet d'une publication dans Lancet, une phase 3 randomisée. C'est la première phase 3 publiée. Donc le masitinib, avec un taux de réponse qui est au final plus du double par rapport au placebo. Alors on s'aperçoit quand même que le placebo a une action également importante. C'est un critère assez stringent qui avait été sélectionné en critère de jugement principal. Mais voilà, vraie amélioration des patients sur les symptômes de la mastocytose. Le masitinib n'a aucune efficacité sur le kit des 816V. Il ne va pas détruire le mastocyte, il ne va pas diminuer l'urticaire pigmentaire, mais par contre, il améliore les symptômes. Et donc voilà, sauf que le médicament n'est pas enregistré et une nouvelle phase 3 est actuellement en cours au sein du réseau CEREMAST pour confirmer ces résultats sur une nouvelle étude. Alors ça, c'était pour les formes indolentes. Pour les formes avancées, eh bien, on va distinguer deux cas de figure, les formes agressives ou les leucémies à mastocytes, où là on aura un traitement spécifique, et les formes associées à une hémopathie maligne. Et là, on va devoir traiter en fonction de ce qui pose le plus de problèmes, c'est-à-dire est-ce que c'est la mastocytose qui est très agressive ou est-ce que c'est l'hémopathie associée qui est problématique. Et donc dans le cas d'une LAM, c'est facile, la LAM est bien évidemment prioritaire dans la prise en charge thérapeutique, mais des fois dans le cas d'une myélodysplasie associée, c'est pas simple et donc on peut aboutir à traiter un composant puis l'autre composant en cas d'absence de réponse.
Donc dans ces formes avancées, la révolution, c'est un autre anti-tyrosine kinase. Donc c'est une révolution d'il y a quelques années maintenant, mais qui a vraiment amélioré la survie des malades, nous semble-t-il, avec qui s'appelle la midostaurin. C'est un anti-tyrosine kinase, donc qui a un kinome qui est assez étendu. Et au final, cette midostaurin est plutôt bien tolérée sur le point de vue hématologique, comparativement à des chimiothérapies toxiques telles que la cladribine. Par contre, il peut y avoir des soucis au niveau de la tolérance digestive. On a des patients qui ont des nausées grade 1, grade 2, et le problème, c'est qu'au long cours, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Le deuxième problème de la midostaurin, même si c'est clairement une avancée dans la prise en charge des mastocytoses, eh bien, c'est le fait qu'on n'obtienne pas de réponse complète. Donc, clairement, il manque quelque chose à cette molécule, malgré le fait qu'elle inhibe le kit D816V. Et puis, on a une partie des patients là, dans la courbe en bleu là, qui survivent longtemps. Donc, eux, on va au final les laisser sous midostaurin. Mais vous voyez que la courbe rouge, ceux notamment qui ont des mutations que l'on retrouve dans les hémopathies myéloïdes, telles que SRSF2, SXL1 et RUNX1, eh bien, ont une survie qui est extrêmement diminuée. Et c'est des patients qu'il faut absolument allogreffer, qui est le traitement de référence. Le problème de l'allogreffe, c'est que les patients que l'on prend en charge pour les mastocytoses avancées sont souvent âgés, comorbides, et l'allogreffe, on ne peut pas la proposer à tout le monde. Par contre, quand on arrive à la proposer, on peut obtenir dans près d'un tiers des cas des réponses complètes, 70% de réponses globales, et on a plus de la moitié des patients qui survivent à 3 ans. Donc c'est un vrai bénéfice pour le malade dans l'allogreffe, donc il faut impérativement la proposer, notamment quand on a des critères de mauvais pronostic, qu'on a vu là, les critères biologiques et qu'on verra tout à l'heure. Alors, la SH là, de cette année, alors ça fait maintenant plusieurs années, notamment il y a le HA également, a rapporté 2 études sur l'avapritinib, donc qui est un nouvel inhibiteur de tyrosine kinase qui est également utilisé dans les gystes, qui a pour particularité, vous voyez son kinome, il a une spécificité pour le kit D816V avec un IC50 qui, vous voyez, est 10 fois meilleur que la midostaurin. Midostaurin qui, vous voyez, qui a un kinome très élevé. Donc on peut s'attendre avec l'avapritinib une efficacité, ce qui a été montré in vitro, supérieure, et potentiellement d'ailleurs une meilleure tolérance. Donc je ne vais pas vous montrer les courbes, je ne les ai pas au final sur moi de survie avec l'avapritinib. En tout cas, à l'heure actuelle, on est sur de la phase 1-2. On a participé également en France à cette phase 1-2 dans les formes avancées, et puis une forme dans les formes indolentes. C'est également en cours avec notamment un abstract qu'on va présenter là. Alors, donc, juste pour conclure cette partie et pour introduire les 3 abstracts, donc, vous voyez, il y a énormément de progrès qui ont été faits dans les deux types, on va dire, de pathologies mastocytoses, les formes indolentes et les formes avancées. Cependant, dans les formes indolentes, au final, on a beaucoup de patients qui rechutent après le Xolair. Le masitinib, on ne l'a pas. Il est en protocole, et la qualité de vie des patients est extrêmement grévée par cette pathologie, enfin peut l'être énormément. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et dans les mastocytoses avancées, donc une vraie révolution avec un antityrosine kinase qui fonctionne, mais au final, il ne fonctionne que pour une petite partie des patients à long terme, et pour l'autre partie des patients, c'est allogreffe, mais au final, on n'arrive pas toujours. Donc il y a un vrai besoin thérapeutique pour ces 2 entités. Alors, je vais vous parler du premier abstract qui a fait l'objet d'une communication orale sur l'étude de phase 1 de l'avapritinib, qui s'appelait Explorer. Donc cette étude a inclus des patients avec des mastocytoses avancées, donc graves, principalement des mastocytoses associées à une hémopathie, mais également des mastocytoses agressives et des leucémies à mastocytes, il y en avait quand même quelques-unes. L'objet de cette étude, en fait, donc là c'était le médicament, on connaît le taux de réponse qui est excellent, avec environ 20% de réponse complète. Il y avait des problèmes de toxicité, mais on le reverra tout à l'heure. L'objet du travail qui a été rapporté est en fait au final une excellente question, c'est le problème de l'évaluation thérapeutique des mastocytoses avancées.
Vous imaginez bien que c'est compliqué puisqu'il y a deux composants souvent. Il y a le composant hémopathie myéloïde, il y a le composant mastocytose, est-ce qu'elle est indolente, est-ce qu'elle est agressive. Et puis les C-findings, les critères de gravité de la mastocytose ne sont pas forcément faciles à évaluer. On peut très très bien répondre sur le composant mastocytaire et garder des cytopénies. On peut avoir une hépatosplénomégalie qui persiste malgré une excellente réponse par ailleurs. Et donc, et puis les critères inventés, établis par le groupe international associé à l'ECNM étaient quand même un petit peu complexes. Et en fait, les auteurs ont souhaité rapporter l'intérêt d'une réponse pathologique, c'est-à-dire anapath, pure, c'est-à-dire indépendamment du reste de la clinique, indépendamment de l'imagerie, c'est juste, est-ce que si on évalue à la BOM, la tryptase et la NUM, est-ce qu'avec ces trois critères, on peut trouver des critères de réponse et donc au final un facteur prédictif de survie. Et ils ont inclus donc, des patients dans cette étude de Explorer. Au final, 48 patients étaient évaluables selon les critères classiques de l'IWG et 62 patients étaient évaluables selon les critères de anapath, enfin le critère purement pathologique qu'ils ont souhaité développer. Donc déjà, première information, on arrive à évaluer beaucoup plus de malades grâce à cette évaluation parce qu'elle est beaucoup plus simple, beaucoup moins stringente et au final on l'a fait chez tout le monde. Donc déjà ça c'est quand même très important parce que vous voyez quand même 14 malades qui passent en dehors de l'analyse, c'est un problème. Et puis deuxièmement, lorsque l'on regarde ces critères qui intellectuellement, les critères internationaux sont très bien, au final on voit que les différents groupes, il y en a de nombreux qui sont subdivisés, au final ne sont pas très pronostiques. Il y a effectivement des grandes différences entre la réponse complète, stringente et puis la progression, mais au final ça concerne là très très peu de malades, un malade, et alors que eux, avec leurs critères purement histologiques et biologiques, et bien, au final ils ont réussi à séparer trois groupes avec une différence très significative. 18 mois, l'OS était à 88% chez les répondeurs, que ce soit partiel ou réponse complète, et chez les non-répondeurs, à 18 mois, c'était 20%. Donc il y a vraiment une énorme différence. Et donc ça, c'est un intérêt qui est multiple. Premièrement, un intérêt pour les essais cliniques, pour la simplicité aussi des essais cliniques, pour pouvoir évaluer un maximum de monde dans les essais cliniques. Et puis deuxièmement, pour savoir assez précocement, au final, est-ce que ce patient, il va falloir que je l'allogreffe rapidement ou pas. En tout cas, ça fait partie de l'évaluation qui peut nous permettre de trancher sur l'indication à plus ou moins long terme de l'allogreffe. Donc une excellente étude qui, je l'espère, au final, ce critère va s'imposer. Alors, les deux autres études, la première concerne les patients avec des mastocytoses systémiques, c'était non trié, c'était au final un appel sur Internet, un questionnaire sur Internet qui a été fait donc aux États-Unis. Donc très intéressant parce qu'en fait c'était les patients, c'est du PRO, patient report qui était demandé, donc c'est pas le médecin, et avec énormément d'items. Et parmi ces items, il y avait deux choses qu'on ne voit pas beaucoup. C'était l'impact sur le travail et également la consommation de médicaments et la consommation, on va dire, de soins médicaux, en règle générale, que ce soit d'aller aux urgences ou de voir des médecins. Et donc, ils ont pu inclure 30 malades, c'est pas énorme, mais au final, 80% étaient indolents, 90% rapportaient d'avoir plus de 10 symptômes sur la dernière année liés à la mastocytose. Donc, on peut imaginer qu'il y a un biais, bien sûr, de recrutement dans ce type d'études, mais au final, c'est ce qu'on observe fréquemment, des patients qui se plaignent d'énormément de types de symptômes. 90% ont une qualité de vie impactée. Et 40% rapportent prendre au moins 3 médicaments, avec en plus de l'automédication. Et 56% ont en fait des douleurs qui, alors ça c'était quelque chose en plus qui est connu, qu'on prend en charge, mais qui au final n'est pas forcément consensuel au sein de tous les centres de mastocytose dans le monde. Et au final, les douleurs sont quelque chose de très important et qui nuit énormément à la qualité de vie des patients, et notamment ça interfère dans leur capacité à travailler. On avait quand même 20% des patients qui n'arrivaient plus à travailler. Donc voilà, donc un énorme fardeau pour les patients.
Et au final, une consommation, entre guillemets, de médicaments, de séjour à l'hôpital et puis de médecins qui était très important. Hein. Vous voyez, ils voient là, c'est chez ceux qui voient plus 3 fois ou plus. Ils voient le médecin généraliste, l'immunologiste, l'allergologue, l'hématologue, et puis les gastroentérologues, les dermatologues qui voient au moins une fois par an. Donc ça fait énormément de consommation médicale. Et on voyait ce que rapportaient les auteurs, c'est que le fardeau pouvait être plus important que certains cancers sous traitement. Donc une maladie qui peut invalider énormément et qui a un impact sur la vie du malade, la qualité de vie, et un impact médico-économique très important. Et ensuite, donc, pour pallier à ça, l'avapritinib c'est également positionné dans les mastocytoses indolentes. Donc, ce qu'a pas voulu faire la midostaurin, notamment en raison je pense, du problème de tolérance digestive, même s'il n'est pas majeur, mais l'avapritinib, on souhaitait aller dans les patients avec mastocytose systémique indolente. Et donc, ils ont fait l'étude Pionnier, qui est une étude internationale multicentrique, randomisée, qui est contrôlée, donc c'est une étude de phase 2, et qui évaluait, en fait, dans un premier temps, avec comme une phase 1-2, en fait, évaluait une augmentation de dose, et deuxièmement, comparait la dose optimale par rapport au placebo, avec un score, en fait, une espèce de score de quantification des symptômes qui va de 0 à 110. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont retrouvé? Donc, il y avait des effets secondaires, bien évidemment, mais que les effets secondaires étaient pour l'ensemble des doses un peu plus élevés que le placebo, mais ce n'était pas énorme, 37% contre 22%. Vertige, maux de tête, par contre 30% versus 11%, des diarrhées et de la fatigue. Et ce qu'ils sont aperçus, c'est qu'à la dose de 25 mg, donc la plus faible évaluée, aucun grade 3-4. Et donc, ils ont décidé de poursuivre sur la plus faible dose. Bon, il n'y avait pas que cette raison-là, il y a aussi dans des essais sur une forme avancée, notamment chez les patients thrombopéniques, on peut avoir des atteintes, des problèmes d'hémorragie méningée, ce qui a posé, vous imaginez bien, un gros souci, et ce qui est inacceptable dans ces maladies à l'espérance de vie normale. Donc la dose de 25 mg était au final assez consensuelle. Et avec cette dose de 25 mg, ils ont retrouvé une amélioration dans tous les symptômes qui étaient évalués. Donc vraiment une efficacité assez spectaculaire et de manière intéressante, indépendamment de la dose, même si ils ont continué que sur la dose de 25 mg, mais c'est pas parce que les quelques patients qui avaient des doses plus importantes, et au final, ils répondaient pas forcément mieux. Et ce qu'ils sont aperçus, c'est que la majorité des patients, alors c'est pas énorme, avaient également une réduction de leur masse mastocytaire, c'est-à-dire de leur tryptase émis, et puis de la quantité de mastocytes infiltrant la moelle, donc une activité également cytotoxique, enfin cytoréductrice de l'avapritinib à cette très faible dose. Donc voilà, donc médicament extrêmement prometteur, et donc voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Julien pour ce retour sur la mastocytose. Alors, comme on a un peu débordé, il y avait 2 questions d'ordre plutôt général et pas tellement portant sur les abstracts que tu as résumés à la fin. Donc je vais juste en poser une si tu peux répondre brièvement, parce qu'il nous reste une thématique à aborder. La question est la suivante. Pour l'atteinte neuropsychologique ou les manifestations neuropsychiatriques dans la mastocytose, quel type d'exploration, notamment d'imagerie, est préconisé et sensible, si tant est qu'il y ait de l'imagerie, on va dire, dédiée, ciblée, qui puisse, en dehors de la recherche, ça c'est moi qui complète la question, être pertinente chez des patients qui ont souvent des manifestations polymorphes. Je pense que vous avez tout à fait bien résumé, en fait, au final. Donc la recherche, on a eu, notamment ici à Necker, sur l'IRM fonctionnel. Il y a effectivement des anomalies qui sont retrouvées, notamment la perfusion du putamène, etc. Sauf que ce n'est pas des choses que l'on fait en routine. Et au final, la signification de ça, on a du mal à donner vraiment un sens. On sait qu'il y a des choses qui sont assez, par contre, récurrentes quand même, des petites anomalies de la substance blanche, mais non spécifiques.
Donc voilà, est-ce qu'on fait des examens dans ce cadre-là? C'est plutôt des examens pour éliminer les diagnostics différentiels. Hein. On fait très attention dans les pathologies mastocitaires en règle générale, alors d'autant plus dans le SAMRA, d'éliminer un diagnostic différentiel, hein, notamment chez les sujets jeunes, les jeunes femmes, etc. Sur le point de vue biologique, on n'a pas grand-chose. On a eu l'étude publiée par Sophie Georgin et Raphaël Gaillard qui montrait au final une anomalie claire de la voie de la sérotonine avec l'acide quinurinique et quinolinique. Ça nous fait des cibles thérapeutiques, mais au final, on ne dose pas la sérotonine en pratique, on ne dose pas ces médiateurs. Donc malheureusement, on n'a pas de choses particulières. Alors, par contre, on a des traitements, notamment, donc on envoie des experts comme Raphaël Gaillard, notamment la kétamine, hein, qui a l'air d'avoir une action très, très importante en inhibant le NMDA, aussi bien sur les douleurs, syndrome douloureux chronique, que sur les signes neuropsychiques chez certains malades. Donc on l'a rapporté. Et donc voilà, donc ça a l'air d'être quand même, c'est pas spécifique de la mastocytose, mais c'est spécifique de cette voie de la sérotonine qui est dérégulée. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. On va terminer avec l'item les actualités de l'ASH sur les neutropénies. Et je vais passer la parole à Jean Doniat-Dieu qui va s'auto-modérer. Bon, bah écoutez, merci. Alors, je vais vous parler des neutropénie congénitale, neutropénie chronique. Tout va bien? Pardon? La télécommande. Tac, tac, ok. Alors, neutropénie congénitale, on parle d'un tout petit groupe de patients et d'ailleurs dans l'ensemble du congrès de l'ASH ça représentait à peu près une vingtaine d'abstracts sur ce sujet. Je vais présenter essentiellement 2 abstracts par notre groupe. Alors à la fois par narcissisme bien sûr, mais c'est parce que je pense aussi que ces 2 abstracts sont finalement les plus marquants de cette ASH sur la neutropénie. Sur l'aspect thérapeutique, rien de nouveau. On utilise largement le GCSF. On fait des greffes de moelle dans des situations qui posent problème, soit parce qu'il y a une transformation leucémique, soit parce que le GCSF n'est pas efficace ou mal toléré. Et donc ça, c'est des choses connues et il n'y a pas eu de nouveauté sur ce plan-là. On sait qu'il y a des thérapies ciblées qui sont en train d'arriver pour certaines formes de neutropénie, en particulier le WIM, il y a les inhibiteurs de CXR4 et les G6PC3 et les glycogénoses où il peut y avoir des inhibiteurs de SGTL2. C'est des entités très très particulières. Mais pour l'instant, ces résultats ne sont pas sortis à l'ASH. À l'ASH, il y avait aussi toute une florilège de travaux sur des modèles animaux ou des modèles cellulaires des différentes entités de neutropénie congénitale. Mais je pense que chacun de ces travaux est tellement confidentiel que je pense que ça n'a pas un intérêt globalement pour la communauté. Et donc, moi, les 2 abstracts que j'ai présentés, c'est un abstract d'épidémiologie du registre français et un abstract sur le risque de cancer de ces patients. L'épidémiologie, alors c'est un sujet qui peut être assez rébarbatif et on se dit à quoi bon mesurer le nombre de patients, compter le nombre de patients qu'il y a sur un pays. En tout cas, on l'a fait. On le fait, je pense que ça a quand même un intérêt, c'est qu'au bout du compte, quand on fait un registre et qu'on fait une cohorte de patients, ça a été discuté là, tout à l'heure dans le copil de Marie, l'intérêt c'est qu'on produit des indicateurs de santé qui sont reproductibles et qui ne sont pas biaisés. Et donc de ce fait, ça a quand même finalement pour la pratique médicale un certain sens d'avoir des indicateurs assez solides. Alors pour faire de l'épidémiologie d'une maladie rare comme ça, alors déjà oui c'est ça. Alors j'arrive, tuc. Il y a une méthode. La méthode, on pourrait dire que si la France est un champ, il faut labourer le champ de tous les côtés et chercher les cas dans tous les sites où il peut y avoir des cas de neutropénie. Et c'est forcément côté neutropénie congénitale chez les services de pédiatrie hématologique ou immunologique, mais aussi les entités d'hématologie adultes, de médecine interne. Et il faut aussi travailler avec les laboratoires. Et donc c'est un travail de maillage qui est assez actif pour solliciter les différentes sources d'informations et recueillir des cas. Et puis ensuite, il faut les monitorer, il faut les inclure dans une base de données. Et puis au bout du compte, on arrive à avoir des indicateurs. Et encore, on peut les calculer que sur certaines périodes où on est à peu près sûr de notre coup. Pour des neutropénies congénitales, donc des maladies génétiques, il faut qu'il y ait
suffisamment de recul pour qu'on ait détecté ces cas. Si on n'a pas fait le diagnostic parce que les enfants sont trop petits ou pas assez malades avant de faire le diagnostic, on n'aura pas de cas, on ne peut pas détecter les cas. Et puis les cas trop anciens posent des problèmes aussi parce qu'on est sûr qu'il y a des biais de mémoire et qu'on a oublié des cas anciens qu'on n'a pas détectés dans le système de santé. On a utilisé des critères génétiques classiques, et en fait c'est les critères sur les variants pathogènes, classe 4 et classe 5. Et puis on a publié des critères de définition des phénotypes de ces différentes maladies. Donc enfin, alors ça c'est un aspect très statistique, on a assumé pour les distributions que la maladie était très très rare et qu'il fallait utiliser une distribution poissonienne. Si on va sur les résultats, on a identifié en France dans le registre français 3200 cas, mais dans la majorité des cas, finalement, on a dû exclure le diagnostic de neutropénie congénitale, soit parce que c'est une neutropénie auto-immune, soit parce que finalement on a un autre diagnostic, que ce soit une aplasie médulaire ou une leucémie ou des choses comme ça, qui sont d'emblée présents. Soit parce que le diagnostic est encore en cours et parce que c'est pas facile de faire des fois le diagnostic de neutropénie congénitale, soit parce que c'est des patients résidant à l'étranger. Et au total, on avait 1109 patients qui avaient une neutropénie chronique. Parmi ceux-ci, 242 avaient une neutropénie idiopathique, 867 une neutropénie congénitale. Avec ça, on fait des indicateurs. Alors les indicateurs, oui, ça avance. Le premier indicateur qu'on peut calculer à partir de cette série, c'est l'incidence à la naissance. Ça fait une incidence de 2,6 pour 100 000 naissances, ce qui veut dire qu'un pays comme la France, on attend 23 nouvelles naissances par an sur à peu près 870 000 naissances. On peut aussi calculer une prévalence. Alors, c'est pas facile de faire une prévalence théorique, mais on a supposé que ces patients avaient une espérance de vie limitée à 50 ans. C'est un chiffre un peu arbitraire, mais bon, qui a un certain sens par rapport à ce qu'on connaît de la maladie. Et ça fait qu'on aurait espéré avoir 1131 cas dans cette configuration d'espérance de vie. Ce qui veut dire que notre cohorte nationale n'est capable d'identifier que 77% des cas. Et donc, il nous en manque. Et probablement, il manque des cas adultes qui sont dans la nature, en quelque sorte, qui sont suivis, mais sans être identifiés par le registre, et qui sont des fois mal suivis. Ça, on en est à peu près certain. Nos calculs veulent dire que aussi, on peut multiplier en gros ces chiffres par 5 à l'échelle de l'Europe et par 5 à peu près à l'échelle des États-Unis. Et ce qui veut dire aussi que on a, nous, des efforts à faire pour la couverture de ce registre en France, mais il y a aussi des efforts à faire pour nos camarades américains et des autres registres des autres pays. On sait que s'il y a un effet en termes de santé pour ces patients, être dans un registre pour une maladie exceptionnelle, c'est plutôt bon pour sa santé parce que ça permet de suivre l'état de santé de ces patients et éventuellement de corriger le tir quand on voit des problèmes apparaître. Donc voilà, ça c'était une question, mais un peu subsidiaire, mais pas tant que ça. C'était les sous-types génétiques de ces neutropénies congénitales. Alors c'est une famille assez large, la neutropénie congénitale. On a considéré que 20% à peu près dans notre registre avaient une neutropénie Schwachmann, de type Schwachmann, c'est une mutation SBDS. 17% une neutropénie de type Elan, qui est une neutropénie complètement pure. GATA2, on en avait 9%. Alors GATA2, c'est une entité qui est polymorphe. Un des aspects, et un aspect souvent de diagnostic dans la petite enfance, c'est la neutropénie. Et puis plus tard dans la vie, le diagnostic, il est souvent fait sur devant soit des mycobactéries ou des infections atypiques, soit des transformations leucémiques. 7% avaient une entité qui s'appelle SLC37A4. En fait, ça s'appelle une glycogénose 1B en médecine courante, mais c'est quand même des entités très très rares. Et puis 4 à 5% pour une trentaine d'autres pathologies génétiques. Et donc, on a un grand panel de gènes qui sont impliqués. 25% de nos cas, pour lesquels on a considéré que c'était une neutropénie chronique congénitale, elle n'avait pas de diagnostic génétique. Donc, il y a encore du boulot pour les généticiens et l'approche génétique de ces maladies. On doit mieux les décrire. Donc voilà, ça c'est le premier aspect. Deuxième topo, alors là c'est quelque chose qui est beaucoup plus clinique, qui a plus de conséquences. Là c'est un peu de la théorie de la neutropénie. Maintenant, deuxième aspect, c'est le risque de cancer. Alors, je pense que
tous ceux ici autour de cette séance savent que la neutropénie congénitale, c'est une maladie à risque de leucémie. Un risque faible, mais certain, et en tout cas incommensurablement plus important que dans la population générale. Alors, le risque de cancer, il n'était pas connu dans ces maladies, et on a commencé, comme toujours, par une observation. Alors, je ne suis pas bon dans le... Voilà, par l'observation par le registre que je vous ai décrit précédemment. Et on a commencé par observer un cas, un deuxième cas, un troisième cas. On a finalement décidé de regarder systématiquement tous ces cas qui étaient un peu dispersés. Et puis après, une fois qu'on a détecté ces cas, on a organisé une revue pathologique et calculé les indicateurs. Alors, oui. Sur à peu près donc 868 patients avec différents types de neutropénie congénitale. Ça représentait à peu près 17 000 personnes année. On avait 24 patients qui avaient une tumeur maligne. Et c'est beaucoup plus que ce qu'il y a dans toute la littérature. Et c'est tout à fait inattendu. Dans les exemples, dans les neutropénies ELAN, on a une tumeur de la surrénale, une tumeur rénale. C'est des choses qu'on n'attendait pas du tout dans ce contexte. Dans le Schwarzmann, on a une tumeur ovarienne, un cancer du sein, ce qui est peut-être plus attendu globalement dans la population générale, et puis aussi un cancer de l'œsophage. Un cancer, voilà quoi. Donc il y a quand même des cancers qui sont pour nous dans des localisations atypiques dans cette maladie qui n'étaient pas attendues a priori, car je rappelle que ces gènes, par exemple ELAN et SBDS, mais la plupart des autres ne sont pas considérés comme des oncogènes. Et donc c'est quelque chose qui nous surprend. On a calculé des taux d'incidence. Alors ce qui est à peu près remarquable, si j'arrive à déclencher la diapo, mais c'est que décidément, toc. Peut-être si tu me fais passer les diapos, c'est pas mal. Non, là, tu vas à l'envers. Donc, ce qui est... encore une diapositive, encore, voilà. Ce qui est remarquable, c'est que ces cancers apparaissent à l'âge adulte. Donc l'observation pédiatrique ne permet pas de les détecter. Pratiquement, on n'a aucun cancer avant l'âge de 18 ans. Et ce qui est à peu près clair, c'est qu'ils apparaissent entre 30 et 60 ans. Donc c'est un âge adulte jeune, je dirais encore. Et alors, on a le taux d'incidence, il croît avec l'âge. Alors, il nous semble, pour cette tranche d'âge-là, dans des proportions complètement inhabituelles, on a donc un taux de cancer à 1% à 1,2% à 30 ans, 7% à 40 ans et 24% à 50 ans. Donc ça, c'est pour nous inhabituel. Alors, bien sûr, c'est biaisé. Bien sûr, le suivi des adultes n'est pas encore parfait, mais quand même, c'est beaucoup trop par rapport à ce qu'on pouvait attendre. Et quand on a regardé les sous-types génétiques en cause, il y a un sous-type qui sort de façon très nette qui s'appelle le syndrome de WIM. Et puis, on a les ELAN, les Schwarzmann, donc les pathologies les plus courantes dans le domaine des neutropénies congénitales. Et si on regarde les différents facteurs de risque, alors, on a le papillomavirus qui est impliqué dans les WIM et dans le GATA2. Ça, c'était un peu plus connu et attendu. À contrario, un facteur protecteur, c'est la transplantation médulaire. Et donc là, ça nous a un peu, disons, surpris. Mais en tout cas, contrairement à ce qu'on observe dans le Fanconi, les patients qui ont été transplantés, il y en avait 103 dans la série, il y avait 76 survivants au long terme. Aucun des patients survivants au long terme après une neutropénie congénitale n'a développé un cancer une tumeur solide. Alors, c'est des petits effectifs, mais en tout cas, c'est pas du tout ce qu'on observe dans le Fanconi. Et donc, la neutropénie, la transplantation médulaire protège ces patients, en tout cas dans notre expérience, du cancer secondaire. Et puis un message aussi, c'est qu'en fait une neutropénie de l'adulte qui s'appelle la neutropénie idiopathique, elle n'est jamais en tout cas associée dans notre expérience à un cancer solide. C'est seulement les neutropénies congénitales sévères qui sont associées à des risques de cancer. Donc la conséquence, c'est qu'il faut commencer à réfléchir aussi pour ces patients en termes de surveillance des risques de cancer. Il faut sûrement adapter, quand ça se présente, la thérapeutique
thérapeutique, parce que c'est bon, et ça c'est un détail de l'abstract et du papier qui est en cours, c'est que la prise en charge actuelle des cancers, de ces cancers-là et de ces localisations est pas optimale, et que la plupart de ces patients sont décédés de leur cancer très rapidement après le début des soins. Voilà, merci. Alors peut-être des questions. Voilà. Ah, neutropénie et Covid-19 et vaccin. Alors là, il y a deux questions en une. Covid-19 et neutropénie, on peut dire qu'en fait, on n'a pas vu de Covid grave parmi nos patients neutropéniques. On n'est peut-être pas exhaustif. On sait par contre que le Covid-19 induit des neutropénies. Et ça a été, bon, l'observer chez les enfants, on l'a publié. En tout cas, Covid-19 et neutropénie, neutropénie congénitale et Covid-19, c'est pas un sujet majeur. Covid-19 et vaccin, bien sûr, il faut vacciner les patients qui ont une neutropénie congénitale. Je pense c'est peut-être pas le groupe le plus à risque et le groupe prioritaire, mais on voit pas de raison de ne pas les vacciner. Merci Jean. Est-ce qu'il y a des pistes pour expliquer l'incidence accrue de tumeurs solides chez les patients de neutropénie congénitale? Il y a l'instabilité chromosomique, il y a des problèmes de réparation d'ADN, on ne sait pas trop. Je pense qu'il y a des modèles de souris où le neutrophile finalement protège un peu du cancer. Et donc, bon, mais alors ça, c'est des modèles de souris. Quand on va travailler ces pistes, parce que c'est inattendu, c'est pas par la mutation génétique qui est en cause, et c'est quelque part probablement l'environnement cellulaire induit par la neutropénie qui change et qui favorise le risque de cancer. C'est ça l'hypothèse. D'accord. J'imagine qu'en plus, la gestion de la chimiothérapie ne doit pas être aisée chez certains de ces patients. Très bien. Mais merci beaucoup, Jean. Merci à tout le monde d'avoir assisté à distance à ce retour de l'ASH. On espère tous que l'an prochain, on pourra faire une réunion en présentiel élargie avec de la convivialité. Merci beaucoup à Pierre-Édouard qui a parfaitement rempli son rôle de synthèse pour la partie qui lui a incombé. Merci aux experts qui sont déplacés ici dans ce Néo-Studio. Bonne soirée à toutes et à tous, et restez couverts et masqués.